Jeanne Eyre. La mère de Jeanne Eyre était issue d'une famille riche. Elle fut rejetée par ses parents lorsqu'elle épousa, contre leur gré, un pasteur sans fortune. Hélas, le jeune couple mourut peu de temps après la naissance de Jeanne. La petite orpheline vécut ses 10 premières années à Gateshead, chez sa tante, Mrs. Reed. Cette femme ne lui témoignait que froideur et reproches, lui faisant sentir combien elle était inférieure, dépourvue de charme et indigne de sa charité. Imitant la conduite de leur mère, ses cousins la gratifiaient d'un même mépris, d'une même dureté. Étant la plus petite et la plus frêle, il ne lui était pas venu jusqu'alors l'idée de répliquer. Un jour qu'elle était réfugiée dans la bibliothèque, feuilletant un album dont les illustrations la faisaient rêver, son cousin lui arracha le livre des mains et l'en frappa violemment. À sa peur, pour la première fois, succéda la révolte. Elle se défendit en paroles et en actes, tant et si bien que Mrs. Reed vint au secours de son fils et les sépara. Emmenée sans ménagement à l'étage, elle fut enfermée dans la chambre rouge. C'était une pièce immense et somptueuse, dans laquelle plus personne ne pénétrait depuis la mort de son oncle. C'était là qu'il avait poussé son dernier soupir. C'était là également qu'il avait fait jurer à sa femme d'élever Jeanne comme sa fille. L'enfant avait entendu dire que, lorsque leurs dernières volontés ne sont pas observées, les morts reviennent sur la terre pour se venger. L'âme de Mr. Reed, devant les injustices dont elle était victime, n'allait-elle pas apparaître? Effrayée, elle sécha aussitôt ses larmes et étouffa ses sanglots. Le jour était tombé et la pièce était maintenant dans une obscurité totale. Un éclat de lumière pénétrant par une persienne l'affola. Son cœur se mit à battre violemment. Il lui sembla qu'un bruissement d'ailes frôlait son oreille. Elle courut à la porte et la secoua désespérément. Mrs. Reed arriva, mais elle eut beau implorer sa libération, sa tante la rejeta brutalement, referma la porte et s'éloigna. Jeanne s'évanouit aussitôt. Lorsqu'elle s'éveilla, le visage bienveillant du pharmacien Mr. Lloyd était penché sur elle. Il l'interrogea avec sollicitude et elle lui raconta combien elle était malheureuse chez Mrs. Reed. Il connaissait son sort et lui demanda si elle préférerait aller en pension. Elle ne savait pas trop ce que c'était. Elle avait entendu dire que l'on y punissait les enfants, mais aussi qu'on leur apprenait à peindre, à chanter. Et puis, aller en pension, c'était s'éloigner de Mrs. Reed. Elle répondit donc « Oui, je voudrais bien y aller. » Un matin, elle fut conduite devant un homme tout habillé de noir, droit comme un peuplier, et au visage sévère. Il demanda « Savez-vous quelle doit être votre conduite pour ne pas aller en enfer ?» Après une seconde d'hésitation, elle répondit « Je dois rester en bonne santé, ne pas mourir ?» L'interrogatoire dura un moment encore, et aucune de ses réponses ne parut satisfaire le pasteur, qui la menaça des tourments éternels. Mrs. Reed ajouta « Dans votre école de Lowood, il faudra la surveiller et surtout la guérir de son principal défaut. Elle est menteuse. » Jeanne eut le cœur déchiré par cette accusation. Elle lui faisait perdre d'avance tout espoir, ce que confirma la réponse de M. Brocklehurst. « Je préviendrai la directrice et les professeurs. » Après son départ, elle se retrouva seule avec Mrs. Reed. Sa colère explosa. « Si j'étais une menteuse, je vous dirais que je vous aime. Or, je vous déclare tout net que je vous déteste. Vous n'êtes pas digne d'être ma tante. Et si on me demande comment vous m'avez traitée, je dirais que vous avez toujours été abominablement cruelle avec moi. » Mrs. Reed parut effrayée. Elle tenta de la calmer, de se justifier. Mais Jeanne ne voulut rien entendre et la pria de l'envoyer au plus tôt à Lowood. Peu de temps après, on annonça à la fillette son départ imminent. Le jour dit, à l'aube, quand la gouvernante poussa la porte de sa chambre, elle était déjà levée
et prête à partir. Lorsqu'elle quitta cette maison, où elle avait été si maltraitée, elle s'écria « Adieu, Gateshead ». Le soir tombait lorsqu'elle arriva à Lowood. Elle fut accueillie par la directrice, Miss Temple. C'était une jeune femme au regard bienveillant. Elle l'interrogea sur sa famille, sur ce qu'elle savait faire, lui caressa la joue, puis ordonna qu'on la fît dîner, puis qu'on l'emmena dormir. Lorsque la cloche sonna le lendemain matin, il ne faisait pas encore jour. Dans le dortoir, les élèves s'habillaient et se pressaient autour des rares bassines permettant de se laver. Jeanne les suivit dans une salle d'études obscure et froide. Après les prières, on forma les classes. Les pensionnaires se disposèrent en 4 demi-cercles, les maîtresses les rejoignirent et on étudia la Bible. Puis enfin la cloche sonna le petit déjeuner. Jeanne commençait à avoir faim. Dans le réfectoire, grand, sombre et bas de plafond, des bassines pleines d'un liquide chaud d'où s'exhalait une odeur peu appétissante, fumaient. Un murmure de mécontentement accueillit cette odeur. Le porridge était brûlé et avait un goût de pomme de terre pourrie. Presque personne ne put l'avaler. Les maîtresses elles-mêmes en furent écœurées. On commença donc la classe le ventre vide. La durée de chaque leçon, écriture, géographie, arithmétique, était mesurée par la pendule. À la récréation, Miss Temple prit sous sa responsabilité de faire distribuer du pain et du fromage. Riches de cette collation, les pensionnaires furent envoyés au jardin, vaste enclos entouré de murs si élevés qu'ils masquaient complètement l'horizon. Là, Jeanne fit la connaissance de celle qui allait devenir sa chère et tendre amie, Hélène Burns, de 3 ans plus âgée qu'elle. Elle lui apprit que Lowood n'était pas une école comme les autres, mais une institution pour orphelines, dont le pasteur, Mr. Brocklehurst, était l'administrateur. C'était à lui que Miss Temple devait rendre des comptes. Le repas de midi ne fut guère plus appétissant que celui du matin. Puis les cours reprirent jusqu'à 5 heures, et on leur offrit un bol de café avec du pain bis. Jeanne avait encore faim. Ensuite, récréation, études, puis ce fut le coucher, après un verre d'eau et une galette d'avoine. Ainsi se passa sa première journée à Lowood. Les jours suivants se ressemblèrent. Le froid, la mauvaise nourriture, mais aussi la sérénité des études et le plaisir pour Jeanne de découvrir tout un tas de choses. Comme Hélène Burns était sans cesse réprimandée et frappée par sa maîtresse, Jeanne lui dit un jour « Si j'étais vous, je ne pourrais pas supporter cette humiliation. » Hélène lui répondit qu'elle méritait ces punitions parce qu'elle était rêveuse et désordonnée. Puis elle ajouta « Il est stupide de dire « Je ne peux pas supporter cela » lorsque le destin vous y oblige. » Jeanne sentit que son amie avait raison, car elle semblait éclairée par une lumière inconnue d'elle. Un jour qu'elle lui racontait ses souffrances passées et qu'elle se montrait amère et impitoyable, Hélène lui dit « Essayez d'oublier ce qui vous fait tant de mal. La vie est trop courte pour qu'on la passe à chercher à se venger ou à haïr. » Pour Jeanne, le premier trimestre parut interminable. Elle était paralysée par la peur de mal faire, ce qui la tourmentait plus encore que la discipline, le froid ou les privations. Un matin, ce qu'elle redoutait le plus depuis son arrivée se produisit. Lowood reçut la visite de Mr. Brocklehurst. Il reprocha tout d'abord à Miss Temple quelques dépenses et libertés qu'elle avait prises, comme celle de donner du pain et du fromage le jour où le porridge avait été brûlé. Puis il inspecta les pensionnaires. Jeanne tenta de se dissimuler derrière son ardoise, mais elle lui échappa des mains et fit un grand fracas. Il se souvint aussitôt d'elle et l'appela. Il la fit tenir debout sur un haut tabouret et déclara « Mes chers enfants, je dois vous avertir que cette petite fille ne fait pas partie du troupeau du bon Dieu. Ne suivez jamais son exemple. Fuyez sa compagnie. Vous, mesdames les maîtresses, n'hésitez jamais à la frapper dans son corps pour assurer le salut de son âme, si c'est encore possible. Car cette fille est une menteuse. Je le tiens de la bouche même de sa bienfaitrice. » Puis, il sortit en grande pompe, ordonnant qu'on laisse Jeanne 1 heure sur ce tabouret et que personne ne lui adresse la parole de toute la journée. Les cours reprirent et la fillette dut rester là, humiliée, aux yeux de tous. Le regard d'Hélène fut alors d'un secours sans prix. Elle lui insuffla sa force.
Lorsque les élèves sortirent prendre le thé, Jeanne s'effondra, en larmes, sur le sol. Elle qui avait eu tant de mal à conquérir la sympathie et l'affection des maîtres et des élèves, elle qui était arrivée à la tête de sa classe, elle était persuadée d'avoir tout perdu. Elle désira mourir. Mais Hélène vint la consoler et la rassurer. Personne ne vous méprise, et beaucoup vous plaignent. Ici, le pasteur n'est ni aimé ni admiré, et l'hostilité qu'il vous a témoignée vous a rallié bien des cœurs. Même si les maîtresses et quelques élèves vous évitent un jour ou deux, il ne tient qu'à vous de dissiper leurs sentiments, si vous continuez à être gentille et à bien travailler. Puis, Hélène respira plus fort et fut prise d'une canne de toux. Cela lui arrivait souvent. Jeanne cessa alors de penser à ses soucis personnels et serra son amie contre elle. Miss Temple voulut entendre la défense de Jeanne. L'enfant raconta son histoire jusqu'à l'épisode de la chambre rouge. La directrice lui dit « Je vais écrire au pharmacien, Mr. Lloyd, et si son témoignage s'accorde avec le vôtre, vous serez innocenté publiquement. Mais à mes yeux, vous l'êtes déjà. » La semaine qui suivit, ayant reçu la réponse de Mr. Lloyd qui confirmait le récit de Jeanne, Miss Temple rassembla l'école et annonça qu'après enquête, Jeanne Eyre était lavée de toute accusation. Les maîtresses l'embrassèrent tandis qu'un murmure de satisfaction parcourut la salle. Au mois de mai, le jardin entretenu par les pensionnaires était devenu magnifique, mais le vallon boisé dans lequel se trouvait Lowood était le berceau du brouillard et des épidémies qu'il engendrait. Avec la chaleur, des germes de maladies se développèrent et le typhus s'introduisit dans l'école qui fut transformée en véritable hôpital. La mauvaise qualité de la nourriture ainsi que la négligence avec laquelle avaient été soignés les refroidissements prédisposaient les élèves à la maladie. Beaucoup en moururent. Jeanne n'avait pu voir Hélène depuis plusieurs semaines. Sa maladie de poitrine s'était aggravée. Lorsqu'elle comprit que son amie était mourante, elle se glissa une nuit auprès d'elle, tandis que sa garde dormait. Hélène lui fit ses adieux et la consola. Elle avait la foi et lui promit qu'elle se retrouverait au ciel. Jeanne aurait aimé en être sûre et se blottit contre elle. Elles s'endormirent ainsi. Jeanne s'éveilla dans les bras d'une infirmière qui la ramenait au dortoir. Quelques jours plus tard, elle apprit que Miss Temple l'avait trouvée endormie contre l'épaule de son amie. En effet, Hélène était déjà morte. L'épidémie de typhus avait attiré l'attention publique et il y eut une enquête. Les révélations sur les conditions de vie à Lowood firent scandale et l'administration fut confiée à un comité. Dès lors, l'école devint une institution digne de ce nom. Jeanne y vécut 8 années, 6 en qualité d'élève et 2 en qualité de maîtresse. Si sa vie y fut laborieuse, elle ne fut ni triste, ni uniforme. Miss Temple était restée directrice de l'école. Elle avait été pour Jeanne une mère, une éducatrice incomparable, puis une compagne. Aussi, le jour où elle se maria et quitta Lowood, Jeanne éprouva le désir de partir à son tour. Elle passa une annonce dans le journal, et la semaine suivante, une certaine Mrs. Fairfax lui répondit. Elle lui accordait un délai de 15 jours pour se présenter à la demeure de Thornfield, dans le comté de Millcote. Au jour dit, la malle que Jeanne avait apportée 8 ans plus tôt de Gateshead la suivit de Lowood à Thornfield. Jeanne était très excitée. Jusqu'à présent, elle ne connaissait rien au-delà des hauts murs de son école. Lorsqu'elle arriva à Thornfield, elle découvrit tout d'abord une petite église, aux tours courtes et larges. Puis la voiture passa un portail et monta une côte. Une belle demeure de 3 étages apparut. L'intendante, Mrs. Fairfax, l'accueillit. C'était une vieille dame charmante, lointaine parente du maître des lieux, Mr. Edward Fairfax Rochester. Elle expliqua à Jeanne que Mr. Rochester venait rarement à Thornfield et n'y restait jamais plus de 2 semaines. De vieilles blessures familiales l'en ont éloigné. C'est un endroit trop triste pour lui. Jeanne devint l'institutrice d'Adèle, la pupille de Mr. Rochester. C'était une petite fille coquette, mais gentille et docile, et elles s'adaptèrent très vite l'une à l'autre. La bibliothèque servait de salle d'études, et Jeanne ponctuait les leçons par des jeux et de longues promenades. Dès les premiers jours,
Jeanne se mit à aimer Thornfield. C'était une maison de campagne bourgeoise plutôt qu'un château seigneurial. Des corneilles nichées aux alentours s'ébattaient entre la pelouse et une grande prairie que de vieux arbres gigantesques et noueux séparaient. Au-delà, au flanc d'une colline, les toits d'un hameau apparaissaient entre le feuillage des arbres. Tout lui faisait donc prévoir une vie facile et calme. Peut-être même trop calme pour son goût, mais elle remercia Dieu pour sa bonté. Un jour qu'elle était au 3e étage avec Mrs. Fairfax, elle entendit un rire tragique suivi d'un étrange murmure. L'intendante lui dit que c'était là la chambre d'une servante, nommée Grace Poole, et qu'elle y cousait souvent en compagnie d'une autre domestique. Elle frappa à sa porte, et une femme à la figure laide et dure apparut. « Vous faites trop de bruit, Grace. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. » La servante salua et se retira sans rien dire. Un trimestre s'écoula ainsi. Jeanne passait souvent dans le corridor du 3e étage, mais chaque fois ce rire étrange la glaçait. Un après-midi d'hiver, elle partit seule en promenade jusqu'au hameau voisin. À mi-chemin, elle s'effaça pour laisser passer un gros chien, suivi d'un cheval et de son cavalier. Elle allait poursuivre sa route lorsque le bruit d'une chute l'arrêta. Le cheval avait glissé sur la glace du sentier et le cavalier tentait de se relever. Elle lui proposa aussitôt son aide et le fit asseoir sur des marches de pierre. L'homme était de taille moyenne et semblait avoir environ 35 ans. Ses traits étaient durs et témoignaient d'une nature emportée. Mais il ne l'intimida pas. Au contraire, son parler rude la mit à l'aise. Il l'interrogea et elle lui dit qu'elle était institutrice au château de Thornfield. Puis il remonta en selle et le cheval repartit au galop. Lorsqu'elle retourna à Thornfield, elle comprit bien vite que son inconnu n'était autre que Mr. Rochester lui-même. Elle ne le revit pourtant que le lendemain soir, lorsqu'il l'invita à prendre le thé. Il l'accueillit de son ton bourru et indifférent, et cela ne la gêna point. Il l'interrogea sur son passé et sur ses goûts, et elle lui répondit avec une simplicité qu'il apprécia. Les jours qui suivirent, elle le vit très peu. Un soir, pourtant, il la réclama à nouveau. Comme elle l'observait, songeur et grave, face aux flammes de la cheminée, il lui demanda « Me trouvez-vous beau, Miss Eyre ?» Prise au dépourvu, elle répondit « Non, monsieur. » Sa réponse le désarçonna, mais ne sembla pas lui déplaire. Elle tenta d'adoucir son propos, mais il l'interrompit. « Dites-moi, petite effrontée, qu'est-ce qui est déplaisant en moi ? Ai-je l'air sot ? » ?»« Ah non, pas du tout. Ce n'est pas l'intelligence qui vous manque, ce serait plutôt la bienveillance. » »« Vous avez raison, mais j'ai une conscience. Et je n'ai pas toujours eu le cœur aussi rude. Hélas, le destin m'a malmené. Et je peux me vanter aujourd'hui d'être aussi dur qu'une pierre. Croyez-vous que la pierre puisse redevenir chair ? » Il l'observa, tandis qu'elle cherchait quoi répondre. « Vous voilà bien embarrassée. Et quoique vous ne soyez pas plus jolie que je ne suis beau, cet air vous va bien. » Les jours passaient dans la quiétude. Mr. Rochester recherchait de plus en plus la présence de Jeanne et se confiait à elle. Elle aimait les longues promenades qu'ils faisaient ensemble et leurs esprits s'accordaient. Une nuit, elle entendit un gémissement indistinct et lugubre. Son cœur se mit à battre violemment. Ensuite, ce furent des tâtonnements dans le corridor. Puis un rire diabolique éclata derrière sa porte et les pas s'éloignèrent vers l'escalier. Lorsque le calme fut revenu, elle s'habilla et sortit. De la fumée s'échappait par la porte de la chambre de Mr. Rochester. Elle y courut. Profondément endormie, son maître était entouré de flammes. Elle s'empara aussitôt d'une bassine et inonda le lit. « Réveillez-vous, réveillez-vous !» Il lui fallut plusieurs bassines pour éteindre le feu. Asphyxié par la fumée, Mr. Rochester finit par se réveiller. Jeanne lui raconta ce qu'elle avait vu et entendu. Il lui demanda de l'attendre et se dirigea vers le 3e étage. Lorsqu'il revint, elle évoqua le nom de Grace Poole et il lui dit « Oui, cette femme est bizarre. » Il lui fit promettre de ne parler de ceci à quiconque.
Il était très ému et tint longuement ses mains entre les siennes. « Je suis heureux de vous devoir la vie. Bonsoir, mon cher sauveteur. » Il la quitta à regret et elle retourna à sa chambre, bouleversée. Le lendemain, Jeanne fut stupéfaite de trouver Grace Poole dans la chambre de leur maître. Elle cousait tranquillement des anneaux aux nouveaux rideaux et la regarda sans la moindre émotion. Jeanne se demanda pourquoi Mr. Rochester ne l'avait pas chassée ou fait mettre en prison, pourquoi il la protégeait au péril de sa propre vie. Elle ne revit pas son maître de toute la journée. Elle en était à la fois déçue et soulagée. Au dîner, Mrs. Fairfax lui apprit qu'il avait quitté Thornfield pour 1 semaine au moins. Et Jeanne en fut attristée. 1 semaine plus tard, une lettre annonça qu'il serait de retour dans 3 jours, en compagnie de quelques amis. La maison ne fut plus alors qu'un bourdonnement heureux et affairé. Les domestiques s'activaient en tous sens, on préparait les chambres, on frottait les miroirs et les lustres, on battait les tapis. Adèle courait au milieu de toute cette agitation, folle de joie à l'idée de voir ces dames dans leur élégante toilette. Grace Poole, quant à elle, restait la plupart du temps enfermée dans sa chambre, et on entendait parfois son rire étrange. Tout était prêt lorsque Mr. Rochester arriva en compagnie de ses amis. Ils envahirent aussitôt la maison d'un brouhaha joyeux. Les jours qui suivirent furent animés. La maison, d'ordinaire si calme, était emplie de bavardages et de rires. Les toilettes des femmes étaient magnifiques et l'humeur légère. Mr. Rochester se montrait gai et spirituel. Une très belle jeune femme était toujours à ses côtés, dont il semblait apprécier la compagnie. Jeanne les observait en silence, convaincue de leur mariage prochain. Elle se reprochait ses folles espérances. Comment une institutrice pauvre et laide aurait-elle pu le séduire? Elle résolut de faire taire ses sentiments et de rester lucide. Un soir, elle annonça à Mr. Rochester l'arrivée d'un étrange voyageur. Il se nommait Mason et venait des Antilles. Mr. Rochester pâlit et lui serra le poignet. « Jeanne, si tout le monde me rejetait et m'abandonnait, que feriez-vous? » « Je ne vous quitterai pas, monsieur. Je donnerai ma vie pour vous servir. » « S'il en est ainsi, faites entrer Mr. Mason et laissez-nous. » Jeanne était couchée depuis longtemps lorsqu'un cri aigu et sauvage déchira le silence. Son sang se glaça. Le cri venait du 3e étage, juste au-dessus de sa chambre. Un bruit de lutte, puis une voix étranglée. « Au secours, Rochester, pour l'amour de Dieu !» Une porte s'ouvrit. Quelqu'un se précipita dans le vestibule. Dans la chambre où avait lieu le combat, une tierce personne intervint. Un bruit sourd, brutal, puis plus rien. Jeanne s'habilla et quitta sa chambre. Tout le monde était sorti dans le corridor. Venant du 3e étage, Mr. Rochester rassura ses amis, qui le pressaient de questions. « Ce n'est rien. Une des domestiques qui est très nerveuse. Elle a eu un cauchemar terrible. » Il renvoya chacun dans sa chambre. Jeanne avait déjà rejoint la sienne, mais au lieu de se recoucher, elle finit de s'habiller et attendit. Une fois le silence rétabli, Mr. Rochester vint frapper à sa porte et lui demanda de le suivre. Dans une pièce du 3e étage, elle découvrit Mr. Mason. Ses bras étaient couverts de morsures et il perdait beaucoup de sang. Mr. Rochester demanda à Jeanne de rester auprès du blessé et d'éponger son sang, le temps qu'il revienne avec un médecin. Avant de les laisser seuls, il recommanda « Jeanne, ne lui adressez la parole sous aucun prétexte. Et vous, Richard, ne bougez pas et taisez-vous. » Dans la chambre de Grace Poole, à peine séparée d'eux par une porte, Jeanne, effrayée, entendait comme des grognements de chiens enragés, et parfois aussi des gémissements. Quel pouvoir cette criminelle mystérieuse avait-elle donc sur son maître?
et en quoi Mr. Mason était-il mêlé à cela? La nuit avançait. Le blessé, pâle comme la mort, gémissait. Mr. Rochester revint enfin, accompagné d'un médecin. « Dépêchez-vous, Carter. Il faut qu'en moins d'une demi-heure vous ayez pansé le malade et qu'il ait quitté ce lieu. » Tandis que le médecin soignait les blessures de Mr. Mason, Mr. Rochester grondait. « Je vous avais pourtant prévenu. C'était insensé de votre part de l'approcher sans prendre la moindre précaution. » Le soleil se levait sur le parc lorsque Mr. Mason quitta le château en compagnie du médecin. Jeanne avait assisté son maître toute la nuit, sans poser la moindre question. Il l'en remercia avec émotion et lui dit seulement qu'il avait commis une faute lorsqu'il était jeune et que depuis, il en payait les conséquences. Le lendemain, un messager vint prévenir Jeanne que sa tante, Mrs. Reed, était mourante et réclamait sa présence. Faisant taire ses vieilles rancunes, elle demanda à Mr. Rochester l'autorisation de partir aussitôt. Il lui fit promettre de revenir le plus vite possible auprès de lui. Gateshead était devenu une demeure triste et abandonnée. Le cousin de Jeanne s'était suicidé après avoir ruiné sa famille. Lorsqu'elle se présenta au chevet de sa tante, celle-ci ne lui accorda même pas un sourire et prononça d'une voix faible. « À cause de vous, un remords pèse sur ma conscience. » Elle lui remit une lettre et lui demanda de la lire. Elle était signée John Eyre et avait été écrite 3 ans plus tôt. Jeanne apprit ainsi que son père avait un frère. Il avait fait fortune à Bader et voulait l'adopter et faire d'elle son unique héritière. Mrs. Reed avait répondu que Jeanne était morte depuis plusieurs années. Elle dit à sa nièce de faire ce qu'elle voulait de cet aveu et mourut peu après. Jeanne ne pensait qu'à rentrer à Thornfield. Le voyage lui parut interminable. Lorsque Mr. Rochester lui annonça qu'il allait se marier, elle ne put contenir son désespoir. Alors, il dévoila enfin ses sentiments. « C'est vous que je veux épouser, Jeanne. Je vous offre ma main, mon cœur et la moitié de ma fortune. » Croyant tout d'abord à une méchante plaisanterie, elle se fâcha, mais il insista tant et si bien qu'elle finit par le croire et lui promit « Je serai votre femme. » Lorsqu'elle apprit la nouvelle, Mrs. Fairfax sembla soucieuse. Elle conseilla à Jeanne la prudence, mais cette dernière était trop heureuse pour y prendre garde. Elle écrivit à son oncle John Eyre et lui annonça son mariage. Les jours qui suivirent furent baignés de bonheur et de complicité. Pourtant, Mr. Rochester refusa de lui confier le secret de Gracepool. Adèle fut envoyée en pension. Mr. Rochester voulait emmener son épouse sur le continent. Au matin de leur mariage, Jeanne était bouleversée d'émotion et Mr. Rochester était d'une impatience folle. Il n'y avait ni parents, ni amis pour les escorter. Il la prit par la main et l'entraîna vers l'église où le pasteur les attendait. La cérémonie commença aussitôt, mais lorsque le pasteur dit « Consentez-vous à prendre cette femme pour légitime épouse ?» une voix s'écria « Ce mariage ne peut avoir lieu, il y a un empêchement !» Monsieur Rochester tressaillit et serra la main de Jeanne dans la sienne. L'homme qui était intervenu était un procureur. Mr. Mason, qui l'accompagnait, annonça que le mariage était impossible parce que Mr. Rochester était marié avec sa sœur, Berthe Mason, et que celle-ci vivait à Thornfield. Jeanne sentit son sang se glacer dans ses veines. Avec une colère froide et sans quitter la main de Jeanne, Mr. Rochester les emmena jusqu'à la chambre de Gracepool. Elle était penchée vers la cheminée et faisait cuire quelque chose. Dans le coin le plus sombre de la pièce, une forme marchait à 4 pattes et rugissait comme un animal. Lorsqu'elle vit Mr. Rochester, la forme se redressa et hurla. C'était une femme, à la chevelure hirsute et aux traits boursouflés. Elle se jeta sur lui comme une bête féroce et il eut beaucoup de mal à la maîtriser et à l'attacher sur une chaise. « Voici la femme que j'ai épousée il y a 15 ans. » Il posa la main sur l'épaule de Jeanne.
Et voici celle que j'aime, et qui est mon seul espoir de bonheur. Je vous laisse me juger. Jeanne était anéantie. Lorsque Mr. Rochester se retrouva seul avec elle, il implora son pardon et expliqua sa triste histoire. Par intérêt, sa famille avait organisé ce mariage aux Antilles, lui cachant la tare qui frappait les Mason, tous fous ou dégénérés. Il était jeune, naïf, et s'était laissé faire. Très vite, Berthe était devenue tyrannique et grossière. Sa santé mentale s'était aggravée, et il avait vécu un enfer. Les médecins constatèrent sa folie, mais aucune loi ne pouvait les désunir. Ils l'avaient alors ramenée à Thornfield, où personne ne connaissait son drame, et elle vivait là depuis, enfermée dans son repère, sous la garde discrète de Grace Poole. Dès qu'il avait posé les yeux sur Jeanne, il l'avait aimée, et n'avait pas osé lui dire la vérité de peur de la perdre. Il supplia « Ne me quittez pas, Jeanne. » Malgré son amour et l'insistance désespérée de Mr. Rochester, Jeanne refusa de vivre avec lui dans de telles conditions, et le lendemain, à l'aurore, elle s'enfuit de Thornfield. Le peu d'argent qu'elle avait fut donné à une voiture qui la déposa 2 jours plus tard, en pleine campagne, dans une région qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait plus où aller ni que faire. Elle cueillit des myrtilles qui, ce jour-là, constituèrent son seul repas. Elle se lamentait moins sur elle-même que sur le sort de Mr. Rochester. Comment allait-il vivre son départ? Et qu'allait-il faire maintenant? La nuit tombait, elle était épuisée et s'endormit dans un champ. Le lendemain, elle marcha longtemps au hasard des chemins, sans apercevoir la moindre maison. Soudain, elle entendit la cloche d'une église et prit sa direction. Elle parvint ainsi à un petit village caché parmi les collines. Elle était affamée et n'avait même pas de quoi se payer un petit pain. Comme elle se refusait à mendier, elle chercha du travail auprès des quelques villageois qu'elle rencontra. Mais si leur accueil fut courtois, ils n'avaient rien à lui proposer. Désespérée, elle quitta le village et mendia dans les fermes avoisinantes pour obtenir à peine de quoi survivre. Une deuxième nuit mêlée de pluie et de vent tomba sur son malheur. Elle tremblait de froid. Elle aurait voulu cacher sa honte dans quelque abri et y mourir. Mais tout à coup, une lumière au loin la guida. Elle parvint à une petite demeure et frappa à la porte. Moor House, la maison qui la recueillit, était la propriété d'un jeune pasteur nommé St. John Rivers et de ses 2 sœurs, Mary et Diana. Ils donnèrent l'hospitalité à Jeanne sans l'obliger à expliquer sa situation, ni à donner son nom de famille. Elle ne voulait pas que Mr. Rochester puisse la retrouver. Mary et Diana étaient charmantes, douces et intelligentes. Elles s'entendirent parfaitement avec Jeanne. St. John était un très bel homme, mais Jeanne devina dans ses traits des signes d'impatience et de dureté. Il était si peu communicatif qu'il fallut à la jeune fille de longues semaines pour l'apprécier. Il avait l'ambition de devenir missionnaire, et ses sœurs s'inquiétaient à l'idée de le voir partir pour toujours. Diana confia à Jeanne « Au projet qu'il a formé, mon frère sacrifiera toutes les affections et les sentiments les plus puissants. Sous sa douceur, il est inexorable. » St. John avait créé une école au village et proposa à Jeanne d'en être l'institutrice. C'est ainsi qu'elle quitta Moor House pour s'installer à Morton, dans une petite maison de 2 pièces. Elle y fit la classe aux enfants du pays et souvent, le soir, St. John lui rendait visite et lui parlait de sa foi et de ses ambitions. Un jour, il découvrit sur le bureau de Jeanne un papier qu'elle avait signé du nom de Jeanne Eyre. Il parut bouleversé. « Vous vous appelez Jeanne Eyre ?» Elle avoua. « C'est ma véritable identité, en effet. » Il lui apprit alors que Mr. Rochester la recherchait désespérément dans tout le pays, ainsi qu'un certain notaire, car son oncle était mort, la laissant seule héritière de 20 000 livres. Jeanne fut étonnée d'une telle fortune. Elle apprit par la même occasion que St. John, Mary et Diana étaient ses cousins, déshérités par le même oncle à la suite d'une vieille dispute familiale. À l'idée qu'elle avait enfin une famille, elle laissa exploser sa joie. « Je viens de trouver un frère et 2 sœurs pour lesquels j'éprouvais déjà de l'affection et de l'admiration. Voilà ma richesse.
Quant aux 20 000 livres, nous allons les partager tous les 4, et nous vivrons ainsi très heureux. » Saint John tenta de la calmer et de la faire renoncer à son projet. Il lui proposa de réfléchir au moins quelques jours, le temps d'apaiser son esprit exalté. Mais Jeanne resta ferme. Comment pouvait-elle être riche et heureuse si ceux qu'elle aimait restaient pauvres à ses côtés? Les documents furent alors établis et Saint John, Diana, Mary et Jeanne eurent chacun une part égale de l'héritage de leur oncle de Madère. Jeanne profita des vacances de Noël pour fermer l'école de Morton. Elle alla retrouver ses cousins à Moor House et s'employa à nettoyer la maison de fond en comble. Saint John fut contrarié de la voir prendre un si grand plaisir à des tâches domestiques. « Jeanne, ne vous gaspillez pas dans des plaisirs matériels. Conservez votre énergie pour une meilleure cause. » Il préparait son départ pour les Indes, où il voulait prêcher sa foi. Il demanda à Jeanne d'apprendre avec lui l'hindoustanie. Quoique surprise, elle ne voulut pas le contrarier, et ils se mirent à étudier ensemble. Les mois coulaient ainsi, studieux et heureux. Jeanne profita de sa correspondance avec le notaire pour lui demander s'il connaissait l'actuelle résidence de Mr. Rochester. Il répondit négativement. Elle écrivit également plusieurs lettres à Mrs. Fairfax, mais sans jamais recevoir de réponse. Saint John avait de plus en plus d'influence sur Jeanne. Au cours d'une de leurs habituelles et longues promenades, il lui demanda de l'épouser, afin de l'assister dans sa mission en Inde. Il n'était pas amoureux d'elle, mais avait besoin d'une compagne à ses côtés pour mener à bien la tâche qu'il s'était juré d'accomplir. Sa volonté était si inflexible que Jeanne se sentit appelée par le destin. Elle répondit toutefois « Je consens à vous aider dans votre mission, mais je ne veux pas devenir votre femme. » Saint John s'entêta. Ils ne pouvaient voyager ensemble s'ils n'étaient pas mariés. L'amour viendrait ensuite. Malgré la déception et la colère qu'il manifesta, Jeanne resta sur ses positions. Avant de s'embarquer pour les Indes, il devait se rendre à Cambridge pour dire adieu à ses amis. Aussi demanda-t-il à Jeanne de réfléchir pendant son absence. Une nuit, elle crut entendre une voix qui l'appelait. « Jeanne, Jeanne !» Elle reconnut la voix d'Edward Rochester et y perçut une telle souffrance qu'elle en fut bouleversée. Elle prononça à haute voix « Je viens, attends-moi, je viens !» Dès le lendemain, elle partit pour Thornfield. Le voyage dura 1 jour et demi qu'elle vécut dans une attente fébrile et inquiète. Mais lorsqu'elle arriva, elle ne trouva qu'une ruine noire de fumée. Un incendie avait tout détruit. Mais qui l'avait allumé? Et quelles étaient les victimes? Elle courut à l'auberge du village et apprit toute l'histoire. Trompant la vigilance de Gracepool, Bert Mason avait mis le feu au château. Mr. Rochester s'était précipité dans les mansardes pour réveiller les domestiques et les aider à descendre. La folle s'agitait sur le toit en poussant d'horribles cris. Il voulut la sauver, et lorsqu'elle le vit s'approcher, elle hurla et sauta dans le vide. On la retrouva morte sur le pavé. Jeanne s'affola. « Et Mr. Rochester? Est-il toujours vivant ?» On lui dit que le château s'était écroulé sous lui. Il y avait perdu un bras et l'usage de ses yeux. Il vivait maintenant terré dans un manoir qu'il possédait à une 30aine de miles de Thornfield. Jeanne y partit aussitôt. Le manoir était situé au milieu des bois. C'était une construction de petite taille sans aucune prétention. Elle était meublée sommairement et n'avait jamais été habitée jusqu'alors. Jeanne arriva avant la nuit. La pluie tombait sans discontinuer. Ayant renvoyé le cabriolet, elle fit le dernier kilomètre à pied. Elle franchit des portes de fer et longea une allée. La maison lui apparut avec ses murs humides et verdâtres. La porte était ouverte. Elle entra. Son cœur battait à tout rompre. Le salon était triste. Mr. Rochester se tenait debout devant la cheminée.
Il semblait aussi puissant et vigoureux qu'autrefois. Seule l'expression de son visage avait changé. On aurait dit un oiseau de proie blessé et enchaîné. Son chien, couché à quelques pas de lui, courut vers Jeanne en aboyant. Elle lui parla à voix basse. Mr. Rochester se dressa. « Qui est là? Je reconnais cette voix. » Elle s'avança en tâtonnant. Jeanne arrêta sa main indécise, l'emprisonnant dans les siennes. Il reconnut ses doigts. Il l'enlaça, fou de bonheur. Combien de fois avait-il rêvé ce moment? Combien de fois l'avait-il appelé désespérément? Jeanne Eyre, Jeanne Eyre. Oui, c'est moi. C'est moi qui suis devant vous. Et mon cœur n'a pas changé. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Une fois sa surprise et son exaltation apaisées, Mr. Rochester s'assombrit. Il ne voulait pas que Jeanne se sacrifie par pitié pour lui. Mais elle lui fit comprendre qu'il n'en était rien, et que ce n'était pas comme infirmière qu'elle désirait demeurer auprès de lui. Devenir votre épouse n'est pas pour moi un sacrifice ou un devoir. C'est la réalisation de mes ambitions les plus hautes, de mes désirs les plus intimes. Leur mariage fut simple et sans témoin. Jeanne alla voir Adèle en pension. Comme l'enfant y était malheureuse, elle la ramena avec elle et lui trouva une école proche du manoir. Saint John partit seul aux Indes pour y accomplir sa mission. Mary et Diana se marièrent et rendirent de fréquentes visites à leurs amis. 2 ans plus tard, Mr. Rochester retrouva partiellement la vue. Et lorsque Jeanne déposa dans ses bras leur premier-né, il put constater que son fils avait hérité de ses yeux de jadis, si grands, si brillants, si noirs.